Vous venez de décrocher ce poste de direction ou de responsable de service. Vous conduisez une réunion en codir et pourtant vous avez cette petite voix intérieure qui lui dit « S'il savait que je ne maîtrise pas tout, que je ne suis pas à la hauteur et que j'ai simplement eu de la chance pour être là », vous avez peur que le masque tombe. Vous travaillez 2 fois plus que les autres pour compenser cette fraude imaginaire. Aujourd'hui, on va briser ce plafond de verre mental. On va voir pourquoi ce sentiment n'est pas un défaut de fabrication, mais paradoxalement souvent le signe d'une intelligence supérieure et d'une grande conscience professionnelle. En 15 ans de management, j'ai vu des dizaines de cadres et dirigeants briller en public et s'effondrer de doutes en coaching privé. Moi-même, j'ai expérimenté ce sentiment lors de mes différentes prises de poste, notamment que ce soit pour le poste de directrice ou de secrétaire général. Je l'expérimente encore aujourd'hui en gravant pour vous cette vidéo. Donc comme vous le voyez, ce n'est pas une fatalité. Alors qu'est-ce qui se passe en nous derrière ce sentiment? On va essayer de voir ça d'un point de vue scientifique. On va essayer également de voir quel profil d'imposteur vous vous sentez, pourquoi notre cerveau réagit ainsi et comment transformer le doute en moteur. C'est ce que l'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Si ce sentiment vous freine dans votre leadership, on peut analyser votre situation ensemble. N'hésitez pas à aller voir le lien pour un diagnostic offert. Le syndrome de l'imposteur est un phénomène psychologique très répandu. Des personnes très compétentes ont l'impression de ne pas mériter leur réussite et craignent d'être démasquées. Malgré des preuves objectives de leur capacité, elles attribuent leur réussite à la chance, au hasard ou même à la tromperie. Le terme a été introduit en 1978 par les psychologues Pauline Rose Clance et Susan Himes dans un article scientifique intitulé The Imposter Phenomenon in High Achieving Women. Elles observaient que des femmes très performantes dans leur carrière se sentaient frauduleuses malgré leur réussite. Aujourd'hui, les recherches montrent que ce phénomène touche aussi bien les hommes que les femmes et surtout dans des professions exigeantes telles que les universités, les entreprises, les professions intellectuelles et même les créations artistiques. Selon le Journal of Behavioral Science, 70% de la population aurait déjà expérimenté au moins une fois dans sa vie ce sentiment, quel que soit son genre ou sa catégorie socio-professionnelle. C'est la place dans la hiérarchie ou les responsabilités confiées qui sont les éléments déclencheurs de ce syndrome. De nombreuses études psychologiques ont démontré qu'il existe un décalage, une dissonance cognitive entre le ressenti intérieur et la réalité extérieure. Au cœur de ce phénomène, un décalage entre l'image interne, je ne suis pas compétent, et la réalité extérieure, les diplômes, l'expérience, les résultats, les promotions, etc. Pour réduire les tensions, la personne dévalorise ses réussites. Exemple de rationalisation, j'ai eu ce poste parce qu'il me manquait de candidats. Ou j'ai eu ce poste parce que je leur coûtais moins cher. Ou encore, j'ai réussi cet examen parce qu'il était facile. Les personnes touchées ont un schéma typique. Pour elles, le succès est attribué à la chance et l'échec est attribué à leur incapacité. C'est comme un regard d'un thermomètre qui affiche 25 degrés alors que vous avez froid. Le problème n'est pas la température de la pièce, autrement dit le résultat. C'est le capteur interne qui est déréglé. Alors moi, ça m'est arrivé lorsque j'ai eu 2 postes. Le premier en tant que directrice. À ce poste-là, justement, je m'étais dit, j'ai été prise, puisque je n'avais pas d'expérience en la matière, j'ai été prise donc parce que l'homme qu'ils souhaitaient embaucher avant moi était plus cher et ce n'était pas dans leur budget. Donc, mon profil était à leur budget, j'étais moins chère, donc j'ai été prise. Premier cas. Deuxième cas, lorsque j'ai été prise en tant que secrétaire générale, je me suis dit, ils m'ont prise parce que cela faisait 2 ans qu'ils recherchaient quelqu'un, ils n'avaient pas trouvé. Et finalement, ils m'ont choisi. Parce que, bon gré, mal gré, il n'y avait que moi. Or, la pensée inversée, c'était de dire, ils m'ont prise, ils ont préféré attendre 2 ans et avoir le bon candidat, plutôt qu'embaucher rapidement quelqu'un qui n'était pas adapté. Le syndrome de l'imposteur n'est donc pas un manque de capacité, c'est une erreur d'interprétation de vos succès. Le problème, c'est que le syndrome de l'imposteur est un cercle vicieux. Il se met en place lors de chaque nouvelle tâche à accomplir, de manière consciente ou inconsciente. Certains comportements inadaptés sont réalisés par superstition comme nécessaires pour aboutir à la réussite. Mais le syndrome de l'imposteur ne se manifeste pas toujours de la même manière. Il existe 5 profils types d'imposteurs caractérisés. Et ça a été mis en exergue par une psychologue qui s'appelle Valérie Young. Le premier, le perfectionniste. Pour le perfectionniste, sa croyance centrale, c'est si ça n'est pas parfait, c'est un échec. La personne fixe des standards très élevés et considère qu'à la moindre erreur, elle n'est pas à la hauteur. Les signes typiques de ce profil, c'est obsession du détail,
insatisfaction permanente, difficulté à déléguer, anxiété face à l'évaluation, tendance au surmenage. Le perfectionnisme est souvent une stratégie de protection contre la honte. La chercheuse Brené Brown explique que le perfectionnisme sert souvent à éviter la critique et le rejet social. Quelle solution pour sortir de ce profil perfectionniste? En premier lieu, adopter la règle suffisant pour fonctionner. Mieux vaut fait que parfait. Et c'est exactement ce que j'applique dans cette vidéo. Dans les environnements professionnels performants, l'efficacité prime sur la perfection. Ensuite, il convient de mesurer l'impact réel des erreurs. Une technique cognitive consiste à se poser la question suivante: que se passerait-il réellement si cette erreur arrivait? La plupart du temps, rien du tout. Enfin, tu peux pratiquer l'itération. Tu produis une première version, tu la corriges, tu l'améliores. Cela aide le cerveau à tolérer l'imperfection. Deuxième profil d'imposteur, le génie naturel. C'est celui qui dit: si je dois faire un effort, c'est que je suis nul, que je ne suis pas compétent. Ce sont des personnes qui ont souvent été considérées comme brillantes pendant leur enfance. Quand elles rencontrent une difficulté, elles se disent: je ne suis pas aussi intelligent que les autres. Les signes typiques: abandon face à la difficulté, frustration rapide, honte d'apprendre lentement, peur de poser des questions. Ce phénomène correspond au mindset fixe étudié par Carol Dweck. Dans ce modèle, l'intelligence est considérée comme innée et stable, alors que l'effort, lui, est considéré comme une faiblesse. Quelle solution spécifique adopter dans ce cadre-là? Reprogrammer la vision de l'apprentissage. Adopter un esprit qui tend vers l'accroissement. Les compétences se développent par l'effort. Ne pas hésiter à apprendre publiquement, demander des explications, poser des questions, suivre des formations. Cela normalise l'apprentissage. Ce que vous pouvez faire également, c'est étudier le parcours des experts. Les études démontrent que les experts passent des milliers d'heures à la pratique. Ensuite, on a le troisième profil, l'expert. Celui qui dit: je dois avoir fait 3 masters pour pouvoir agir. C'est un petit peu mon cas, j'en ai 3. Ces personnes pensent que la compétence signifie la maîtrise complète d'un domaine. Les signes typiques, c'est l'accumulation excessive de formation, le sentiment d'être toujours insuffisamment préparé, la peur de répondre aux questions et l'hésitation à accepter des responsabilités. Le mécanisme psychologique qui se joue, c'est la tendance de la personne à surévaluer les connaissances nécessaires pour agir. Paradoxalement, la psychologie cognitive montre que les experts savent toujours moins que ce qu'ils ne pensent, mais pour autant, ils savent où chercher l'information. Quelle solution spécifique dans ce cadre-là? C'est remplacer tout savoir par savoir apprendre. La compétence moderne repose sur l'adaptabilité et la recherche d'informations. Vous pouvez également appliquer la règle des 70%. C'est le principe utilisé dans des environnements décisionnels. Dès lors qu'on a 70% des informations, on est en mesure de prendre une décision. Troisième solution, enseigner ce que l'on sait déjà. L'enseignement révèle que l'on sait toujours plus que ce que l'on s'imagine. Ensuite vient le profil de solitaire. Si je demande de l'aide, c'est un aveu de faiblesse. Cela montre que je suis incompétent. Les signes typiques, c'est refus de déléguer, surcharge de travail, isolement professionnel, difficulté à collaborer. Dans certaines cultures professionnelles, l'autonomie est associée à la valeur personnelle. Mais la recherche en management montre que la performance collective dépasse largement la performance individuelle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cadre-là? Redéfinir la collaboration, demander de l'aide. Demander de l'aide est une compétence sociale et non pas une faiblesse. Vous pouvez mettre en place des cercles de feedback avec des mentors, des coachs ou des groupes professionnels, une communauté d'apprentissage. Retenez ceci, observez les leaders, les dirigeants efficaces posent énormément de questions. Le cinquième profil est celui du super-héros, celui qui doit tout réussir, le travail, ses relations, sa santé, le sport, la famille, au risque du burn-out. Il se dit: je dois réussir dans tous les domaines de ma vie. Les signes typiques, c'est l'hyperactivité, les difficultés à se reposer, la culpabilité quand on ralentit et l'épuisement professionnel. La personne cherche à compenser son sentiment d'illégitimité par une surperformance permanente. Les recherches sur le burn-out montrent que cette dynamique mène souvent à l'épuisement. La solution dans ce cadre-là est de définir les priorités, choisir 2 ou 3 domaines précis où on va exceller et se dire que dans les autres domaines, on sera moyen. Introduire ses propres limites, un temps de repos, des horaires fixes et la délégation. Et il faudra aussi dissocier l'identité et la performance. La valeur personnelle ne dépend pas uniquement des résultats. Alors vous vous reconnaissez dans quel profil? Dites-le moi en commentaire. Ça aide les autres à se dire qu'on n'est pas seul. Si ce sentiment vous freine dans votre leadership,
on peut diagnostiquer votre situation ensemble. Le lien vers l'appel gratuit est dans la barre de description. Le paradoxe fascinant, c'est que le syndrome de l'imposteur touche rarement les personnes incompétentes, bien au contraire. Il touche les personnes intelligentes, exigeantes et conscientes de la complexité du monde qui les entoure. Un phénomène très proche a été décrit par les psychologues David Dunning et Justin Kruger. Ils ont découvert un paradoxe: les personnes incompétentes ont tendance à surestimer leurs capacités, alors que les personnes compétentes les sous-estiment. Pourquoi ce phénomène ? Parce que plus on comprend un domaine, plus on voit ce que l'on ignore. L'ignorant est sûr de lui car il ne sait pas tout ce qu'il ne sait pas. Vous, parce que vous êtes expert, vous voyez toute l'étendue de la complexité. C'est ce que Socrate disait: « Je sais que je ne sais rien ». Le philosophe Bertrand Russell résumait cela d'une phrase célèbre: « Le problème du monde est que les idiots sont sûrs d'eux et les intelligents pleins de doutes ». Quelles sont les origines de ce doute ? En général, les facteurs déclencheurs, ce sont les transitions de vie. Quand vous changez de poste, le cerveau va interpréter l'apprentissage comme une incompétence. Le cerveau déteste l'inconnu. C'est comme quand on change de voiture. Au début, on va tâtonner, puis après, on sait conduire. Certains contextes familiaux favorisent ce syndrome. C'est le cas notamment de l'enfant génie. Cet enfant est considéré comme exceptionnel, mais dès lors qu'il va devoir fournir un effort, il va se considérer comme nul, ou en tous les cas qu'il n'est pas réellement doué. Et en conséquence, il cache ses difficultés, il doute de ses capacités. Ça peut être également l'enfant comparé. L'enfant est toujours comparé à un autre, il va douter de ses propres compétences, et cela va déclencher un sentiment d'insuffisance chronique. Certains contextes vont amplifier ce phénomène. Milieu élitiste, grandes écoles, poste à responsabilité. On se compare à des personnes très compétentes et on oublie la sélection préalable qui nous a placés dans ce groupe. Le syndrome apparaît souvent dans les moments de changement: reconversion professionnelle, création d'entreprise, changement de poste, insertion dans un nouveau milieu social ou changer de pays. Le cerveau interprète l'inconnu comme preuve d'incompétence. Alors, il y a des outils pour sortir de cela. D'abord, prendre conscience de ce phénomène, se considérer comme les autres, puisque 70% de la population est concernée, on est normal, et on va mettre en œuvre un plan d'action. Le premier, c'est dresser un journal des preuves de notre compétence. Vous notez les faits bruts et non votre ressenti. Vous mettez tout ce que vous avez accompli, toutes vos réussites, les projets réalisés, les compétences acquises, les problèmes résolus. Cela corrige les biais cognitifs. Outil numéro 2, appliquez la règle des 70%. Dans le business, si vous attendez d'avoir 100% des informations, vous arrivez après la bataille. Apprenez à agir avec 70% d'informations. Troisième outil, apprenez à normaliser. 70% de la population est concernée par ce syndrome et de grands chercheurs, de grandes personnalités ont été atteintes par ce syndrome également. Einstein ou encore Maya Angelou qui disait « J'ai écrit 11 livres et chaque fois je pense qu'ils vont découvrir que je suis une fraude ». Comprendre que le syndrome de l'imposteur est un phénomène fréquent réduit son pouvoir. Quatrième outil, avoir un esprit de croissance. Passer de « je dois être » à « je suis en train de devenir ». Remplacer le perfectionnisme par la progression et passer de « je dois être » à « je suis en cours d'apprentissage ». La compétence n'est pas tout savoir, c'est savoir apprendre et s'adapter. C'est ce qui distingue les professionnels expérimentés. Alors bien sûr, vous pouvez toujours partager vos doutes avec des collègues, des coachs, des mentors. Rappelez-vous, vous êtes nombreux à vivre la même chose. Certains chercheurs considèrent aujourd'hui que le syndrome de l'imposteur est le signe d'une certaine humilité, d'une conscience de soi et d'une exigence intellectuelle élevée. Le but n'est donc pas d'éliminer le doute, mais de le transformer en moteur plutôt qu'en frein. Il y a une chose que je voudrais que vous reteniez, le syndrome de l'imposteur n'est pas un signe d'incompétence. Dans beaucoup de cas, le syndrome de l'imposteur est le signe d'une conscience élevée, d'une exigence intellectuelle certaine et d'une capacité à voir la complexité du monde. La véritable compétence ne consiste pas à être sûr de tout, elle consiste à avancer, apprendre, s'adapter et surtout continuer. Alors peut-être que tu n'es pas un imposteur, tu es tout simplement une personne lucide dans un monde complexe. Et si c'est le cas, tu l'auras compris, ton doute n'est pas ton ennemi, mais ton moteur. Le syndrome de l'imposteur ne disparaîtra jamais totalement. Il sera toujours présent, mais il te servira de moteur. Il est le compagnon de ceux qui progressent et sortent de leur zone de confort.
Le but n'est pas de ne plus douter, mais d'éviter que celui-ci décide à votre place. Vous n'êtes pas une fraude, vous êtes quelqu'un de conscient. Et c'est précisément ce qui fera de vous un leader inspirant. Pour aller plus loin sur les qualités du manager, n'hésite pas à t'abonner et suivre la vidéo suivante. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le-moi en commentaire. Dis-moi dans quel profil d'imposteur tu t'es reconnu. Et si tu connais quelqu'un qui a ce symptôme malgré tous ses talents, n'hésite pas à lui partager. Je te dis à bientôt.